Jérémy Cohen, mort écrasé par un tramway à Bobigny après avoir été passé à tabac par une bande de 15 à 16 personnes. Hier, le procureur a affirmé qu'en l'état, rien ne permettait de prouver que l'agression était à caractère antisémite, en tout cas, expliquait-il, pour le moment. Mais les questions restent nombreuses. Et la principale, pourquoi ce n'est pas la police, mais la famille, via un appel à témoins, qui a obtenu les vidéos de l'agression qui a précédé la mort de Jérémy Cohen. Gilbert Collard, il y a un mot qui circule en ce moment, notamment à droite de l'échiquier politique, c'est le mot scandale d'État. On a affaire à un scandale d'État ? Oui, je pense, franchement, parce que il y a un laisser-faire antisémite qui devient insupportable, pour une raison que je vais assumer, qui fera probablement réagir dans les studios de Paris. On a peur des banlieues. On a peur terriblement des réactions de ces banlieues. Aujourd'hui, Geoffrin, homme de gauche, mieux vaut tard que Geoffrin, hein, bon, Laurent Geoffrin, ancien patron de Libération. Ancien patron de Libération, a reconnu qu'effectivement, il a reconnu enfin, il y avait un antisémitisme virulent qui venait des banlieues. Quand on le disait, nous, on était des récupérateurs, des salauds, des fachos et compagnie. Bon. Et je pense vraiment que les pouvoirs publics ont peur de dire la réalité qui est connue, qui est reconnue. On a des livres, on a maintenant des témoignages. Il y a un antisémitisme islamo-gauchiste qui est présent. Bon. Et si cette affaire, à mon avis, dans son début, a été étouffée, c'est pour des motifs politiques, des motifs de prudence politique, alors qu'on est en période d'élection présidentielle. Elle a été étouffée pour vous l'affaire ? Elle a été... Par qui ? Mais par le parquet. Pourquoi le procureur de la République fait-il un communiqué à partir du moment où l'affaire est rendue publique et ne fait-il pas un communiqué avant ? Pourquoi cette affaire n'apparaît-elle pas dans les journaux ? Pourquoi faut-il que le pauvre père se démène, appelle au secours ici et là ? Parce que c'est lui qui est allé chercher du secours, faute d'avoir le secours de l'État, pour qu'on en parle enfin. Moi je trouve que j'arrive pas à comprendre que de toutes parts on ne s'émeuve pas, qu'on ne s'indigne pas. Bon. Et je pense qu'effectivement il y a une volonté dans cette période d'étouffer les affaires qui pourrait éclairer avec effroi la réalité des situations antisémites dans les banlieues. On ne veut pas le dire, on ne veut pas l'assumer, et on le paye cher, et on le paiera de plus en plus cher. On a des études qui démontrent que de plus en plus de juifs quittent la banlieue, s'en vont, ont peur, n'osent pas se rendre à la synagogue. Il y a un rapport qui a été fait par l'Union européenne en 2021, je crois, qui le confirme, auquel on peut se reporter. Je voudrais avoir les réactions à Paris par rapport aux deux éléments que vous nous dites, à la fois un élément sur les faits et un élément sur l'approche politique. Kevin Bossuet, d'abord vous en tant que professeur en Seine-Saint-Denis, est-ce que vous estimez vivre dans l'insécurité et est-ce que vous partagez le constat fait par Gilbert Collard ? Non, je ne partage pas le constat fait par Gilbert Collard. Je ne pense pas qu'on puisse parler de scandale d'État. Après, c'est vrai que cette affaire interroge. Donc, soit les policiers ont très mal fait leur travail, ou soit il y a une telle loi du silence qu'on n'a pas réussi à résoudre l'enquête. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est finalement la violence ordinaire, la violence qui touche quotidiennement les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, mais qui habitent également ailleurs. Aujourd'hui, quand vous prenez les transports en commun, quand vous êtes aux alentours des tramways, etc., il y a une insécurité qui est très importante avec une augmentation de ce qu'on appelle la violence gratuite. Et derrière ça, la question qui est quand même centrale, est-ce que c'est une agression antisémite ou pas ? C'est quand même une question qui est fondamentale. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je sais à quel point en Seine-Saint-Denis, l'antisémitisme est un fait important. Et comme l'a dit en effet Gilbert Collard, il y a de moins en moins de juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, les synagogues ferment les unes après les autres, les juifs de Seine-Saint-Denis sont obligés de s'enfuir car ils ne se sentent pas en sécurité. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on n'a rien fait pendant 20 ans. On cite souvent pour l'éducation nationale Jean-Pierre Aubin. Vous savez, Jean-Pierre Aubin, c'est celui qui a rédigé un rapport sur le communautarisme à l'école qui date de 2002. Pourquoi il a eu
Pourquoi il a eu l'idée de faire ce rapport? Tout simplement parce qu'en 1996, il a rencontré un chef d'établissement qui lui a dit « Mes 2 derniers élèves juifs sont partis aujourd'hui ». Voilà où on en est. J'ai l'impression que finalement, des années après, rien n'a été fait et que les juifs sont de plus en plus menacés en Seine-Saint-Denis et de manière plus générale sur l'ensemble du territoire français. Barbara Lefebvre, je rappelle que vous êtes l'une des co-auteurs des Territoires perdus de la République. Donc cette année 2002 correspond aussi à l'année où vous lanciez cet appel. Oui, donc autant vous dire qu'on ne vient pas de découvrir le constat que vient de faire M. Collard. Ça fait effectivement, nous, un certain temps que nous nous occupons de ces problématiques de crimes et d'agressions antisémites commises par des personnes qui, dans les banlieues, s'arrogent le droit d'agir au nom de leur vision de l'islam, qui évidemment n'a strictement rien à voir avec l'islam pratiqué par la plupart de nos concitoyens et de nos compatriotes, car je ne confonds pas, moi, l'islam et l'islamisme. Juste un point pour éclairer sur la question de l'affaire. La justice était en train de travailler, peut-être qu'elle ne travaillait pas assez rapidement, mais le communiqué qui a été fait par le procureur signifiait bien qu'il y avait 2 enquêtes qui avaient été ouvertes à partir du 17 février, et que, je lis, à la suite de différents contacts et de rendez-vous avec les avocats de la famille de la victime, donc à l'époque M. Klugman, M. Gozlan et M. Serfati, donc qui ont été les avocats qui au début ont permis donc l'ouverture des instructions judiciaires. Il y a eu donc des comptes rendus d'enquête et ça a permis non seulement de regrouper les 2 enquêtes en un seul dossier judiciaire, mais également à partir du 29 mars d'ouvrir une autre information judiciaire avec une qualification plus importante qui allait permettre justement d'essayer d'éclairer les conditions de la mort de Jérémy Cohen. Donc quand on entend certaines personnes nous dire que tout ça a été couvert, une omerta, qu'on a tout empêché pour que ça sorte, la justice travaillait. Maintenant, effectivement, ça n'a été médiatisé que le 4 avril, mais la justice travaillait et le 29 mars précisément, il venait d'y avoir une évolution de la prise en compte judiciaire, précisément sous le travail de M. Klugman, M. Gozlan et de M. Serfati. Donc, mais Barbara, il y a bien eu dysfonctionnement. Certes, il y a eu enquête. Barbara, pardonnez-moi, mais ma question début d'émission, c'était tout de même, est-ce qu'il y a pas eu un dysfonctionnement quand on sait que c'est grâce à l'appel à témoins lancé par les frères de la victime qu'on a retrouvé cette vidéo? Il y a une enquête dont vous vantez les mérites, je me demande du reste comment vous pouvez la connaître, parce qu'elle est secrète par définition. Non, c'est basé sur le communiqué du procureur. Voilà, bon, d'accord, il défend sa boutique lui aussi. Bon. Mais rendez-vous compte, objectivement, honnêtement, l'appel à témoins quand même, vous ne pensez pas que le parquet aurait pu leur donner? Franchement, si vous trouvez que c'est pas un dysfonctionnement... Mais cher monsieur Collard, si vous connaissiez... Cher monsieur Collard, si vous connaissiez bien le dossier, par exemple, de l'affaire Sarah Halimi, sachez que c'est aussi... Mais je le connais bien. Mais non, mais il est acté que vous savez tout. Non, mais attendez. Barbara, attendez, Barbara Lefebvre. On va se mettre d'accord sur un point. Gilbert Collard, attendez, vous savez tout. Barbara On va se mettre d'accord sur un point et après vous pourrez continuer tant que vous voudrez. Elle essaie de finir sa phrase. Laissez-moi dire un mot, après vous pourrez parler. Nous savons tous ici que vous avez toujours raison, que vous êtes la meilleure représentante du monde de toutes les idées, que vous irez au paradis si vous y croyez, vous êtes parfaite, vous savez tout, vous voyez tout, vous entendez tout. Mais expliquez-moi pourquoi, dans votre sagesse universelle, dans votre bonté immense, expliquez-moi pourquoi l'appel à témoins n'a pas eu lieu. Bon, chacun pense avoir raison. Barbara Lefebvre. Non, mais qu'elle me réponde là-dessus, au moins. Vous avez terminé, Monsieur Collard, votre propos particulièrement grossier et particulièrement méprisant. Pourquoi méprisant? Ah ben je vois pas à quel moment je vous ai méprisé. Parlons du fond. Gilbert Collard, pardonnez-moi. Je fais de vous une sainte laïque. Parlons du fond, s'il vous plaît. Alors là, j'ai un petit peu compréhension de ce qu'on appelle l'ironie. Répondez à ma question. Donc, si vous permettez, ce n'est pas la première fois... Mais pourquoi vous défendez le parquet d'abord ? Ce n'est pas la première fois que dans une affaire d'antisémitisme, c'est à la famille... S'il vous plaît, vous pouvez me laisser terminer ou bien on ne peut pas se parler ? Bien, merci. Donc ce n'est pas la première fois que dans ces affaires d'antisémitisme, c'est aux familles, effectivement, de pallier les carences de l'enquête. Et en particulier, donc, si vous permettez, sur l'enquête Sarah Halimi, les carences de l'enquête de police ont été
immense, flagrante, sans parler de la façon dont la juge d'instruction a mené l'enquête à décharge en faveur de l'assassin de Sarah Halimi. Donc je ne vais pas venir moi vous dire, que la police fait toujours bien son travail et que la justice fait toujours bien son travail, mais en l'occurrence dans l'affaire de monsieur Jérémy Cohen, la famille en effet a été obligée de mettre des flyers pour qu'on retrouve cette vidéo. Donc je ne vous ai pas parlé de l'enquête de police, je vous ai parlé de l'information judiciaire. Et quand j'entends des gens, notamment de votre parti, qui viennent raconter qu'il ne s'est rien passé dans cette enquête, sauf à partir du moment où M. Zemmour a lancé ses tweets, c'est complètement faux. C'est le contraire même de la factualité. Non, monsieur, c'est faux. Parce que vous n'avez pas bougé. C'est complètement faux. C'est vrai. Eh ben, vous n'avez qu'à regarder les communiqués du procureur de la République. Oui, moi écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que la différence entre vous et moi, c'est que la voix de l'État, je la vérifie. Je ne suis pas aux ordres de la voix de l'État. Et c'est jamais un procureur, d'où qu'il soit, qui me dictera ma loi. Je vous laisse cette soumission, c'est pas la mienne. Je voudrais m'arrêter sur un aspect, parce que l'enquête a eu. Eh ben c'est très bien. Bravo pour un homme. Pour un avocat qui est un homme de loi. Mais j'ai passé mon temps à me battre contre les procureurs. Bien. Parce que le procureur, c'est pas la justice. S'il vous plaît, la justice, c'est le juge. Il y a une enquête qui a tout de même eu lieu. Mais là, je vais me tourner vers Kevin Bossuet. Parce que ce que dit aussi la police, qui a parlé sur une antenne sur laquelle Barbara et d'ailleurs Kevin exerce, c'est qu'au fond, ils sont allés mener leur enquête, mais qu'il y a une telle loi du silence que personne ne parle. C'est vrai, ça, Kevin Bossuet? C'est que de toute façon, la police ne peut pas faire son travail d'enquête parce que personne ne parle dans ces quartiers. Est-ce que c'est vrai? Ah mais c'est en effet très problématique. C'est le problème que rencontre la police au quotidien. Personne ne veut parler parce que les gens ont peur. Les gens ont peur des représailles. Il y a, si vous voulez, une autre loi que celle de la République qui s'applique sur ces territoires. Moi, j'ai une amie qui vit dans la banlieue parisienne, dans une banlieue un peu chaude, entre guillemets. Elle n'est pas libre dans son quartier. Quand elle reçoit des gens, les personnes sont interrogées pour savoir qui sont-elles et pour savoir ce qu'elles vont faire dans ce quartier. Une fois, elle a été au poste de police pour porter plainte parce qu'on avait abîmé sa voiture. En rentrant chez elle, on lui a demandé pourquoi elle avait été au poste de police, voir si elle n'avait pas dénoncé les trafics de drogue, etc. Il y a une loi du silence, les gens ont peur et même derrière la peur, parfois, il y a une forme d'adhésion par rapport à ce qui se passe. Et dans le cas d'agression, par exemple, de policiers, on sait très bien que dans nos banlieues, il y a une montée de la haine anti-flic, qui est en fait une montée de la haine contre l'État français, une montée de la haine contre la République, et parfois, la loi du silence, c'est aussi pour donner raison à ceux qui remettent en cause cela. Donc, quand les policiers nous disent qu'en effet, les gens ne veulent pas témoigner, moi, je les crois vraiment. Je voudrais avoir les réactions maintenant depuis Tel Aviv sur cette histoire. Stéphane Blachman. D'abord, il est évident qu'aujourd'hui... Stéphane Goldin, pardon. Oui. On en a un sur deux le soir chez nous, c'est pour ça. C'est pour ça. Il est évident aujourd'hui qu'en France, il y a des zones de non-droit. Des zones de non-droit. On appelle ça des zones de non-droit. Des zones de non-droit où concrètement la police n'ose même plus rentrer. Il y a aussi les territoires perdus de la République. N'ose plus rentrer. Écrit par Barbara Lefebvre. Moi, je constate qu'à chaque fois qu'il y a eu un crime antisémitisme, on l'a vu avec l'affaire Halimi, on l'a vu avec l'affaire Knoll, maintenant on le voit avec l'affaire Cohen. Il y a toujours un silence qui se crée. Maintenant, la question que je me pose, nous sommes à une semaine des élections présidentielles et j'ai un sentiment de récupération politique sur cette affaire-là. Et cette récupération politique me gêne. Mais le père est allé voir Zemmour. Oui, non, mais le père a fait quelque chose. Oui, voilà. D'accord. Mais je trouve qu'il y a une récupération politique qui est malsaine, qui est d'ailleurs par M. Zemmour, parce qu'il a été le premier, c'est vrai, à être informé. Mais ce que je peux me permettre de vous poser, ça m'intéresse ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait? Non, on ne se qu'est-ce qu'on fait? On se tait. On ne se sous prétexte qu'on se tait. On ne se tait. Il y a un scandale, on se tait. On ne se tait pas. Voilà. Non, surtout on ne se tait pas parce que c'est un crime antisémite. Disons-le clairement, et il faut le hurler. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Collard, est-ce que dans le fond, ce crime aurait eu lieu il y a 1 an ou 2 ans? Vous auriez été autant avec force sur ce sujet-là? Moi? Votre parti, Bien évidemment. Mais bien évidemment. Mais je vous pose cette question. Non, mais vous avez le droit de me la poser. Le parti d'Éric Zemmour n'existait pas il y a 2 ans. Non, mais même, elle me blesse. Attendez, moi, je veux dire que c'est insupportable, quoi.
C'est insupportable. Moi, si demain il arrive à mes oreilles qu'un crime à caractère antisémite ou qu'un crime tout court même est commis et que le procureur n'active pas comme il le doit les enquêtes, mais je serais le premier à aller le hurler. Monsieur Collard, c'est pas vous personnellement. Hein, Mais j'entends bien, oui. Je parle simplement de la personnalité de Monsieur Zemmour. Mais Zemmour, il aurait... Compte tenu que nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle, compte tenu que c'est un sujet qui est quand même très sensible. Mais attendez, il est quand même... Enfin, je veux dire, voilà, on va être raisonnable. La question est bonne, mais on n'est quand même pas responsable du fait que ce drame survienne au moment où il y a une élection présidentielle. Et c'est, précisons-le, c'est le père. Et c'est le père qui est allé voir. Qui l'a contacté. Moi, je suis outré parce que j'ai entendu ici. On nous dit que la police ne peut pas obtenir des réponses, etc. Mais la police, elle aurait pu faire la même. Elle n'est pas obligée d'arriver avec un képi et avec une chemise bleue et avec un uniforme. Elle aurait pu chercher différemment. Moi, je voudrais comprendre où sont les caméras. Pourquoi on n'en voit pas de caméras? Il y a des caméras partout dans Paris. Aujourd'hui, n'importe quel magasin a une caméra. Soudain, ma caméra ne marche plus lorsqu'il y a un crime antisémite. Alors, je voudrais comprendre cette histoire. Et combien même on s'aperçoit que c'est pas réellement antisémite, on le sait très bien aujourd'hui, on peut pas le dire, l'enquête n'est pas finie. C'est un crime ce qui s'est passé. Voilà. Une personne a marché dans la rue, elle s'est fait tabasser et à cause de cela, elle est morte. Moi, je voudrais comprendre pourquoi la police n'a pas tout fait pour qu'on puisse avancer dans l'enquête, non pas un mois après, mais 24 heures après. Parce que lorsqu'on tue un juif à Paris, on s'en fout aujourd'hui. Et ça, c'est très très grave. Et on doit le dire. Alors, je rentre pas dans votre polémique. Est-ce que c'est politique ou c'est pas politique? C'était important. Et si c'est la personne qui a été là et qui l'a dit aujourd'hui, je lui dis bravo pour cela. Oui, mais voilà, moi je crois que on a le devoir de dénoncer. Tout à fait. Et quand on dénonce, on récupère pas. On dénonce, voilà, ça fait partie du devoir. Barbara Lefebvre, Barbara Lefebvre, vous utiliseriez-vous le mot de récupération politique? Écoutez, j'ai pas tellement envie de rentrer dans ce débat. Ce que je peux par contre répondre à Monsieur Stéphane Goldin, c'est que lorsque Sarah Halimi a été assassinée en 2017, donc on était pendant la campagne électorale, et à ce moment-là, nous étions un certain nombre à militer et à nous activer pour que cette affaire soit mieux connue dans les médias. J'avais réussi à faire passer aussi une tribune dans Le Figaro, signée par de grands noms, par Michel Onfray, Jacques Juillard, Sonia Mabrouk aussi avait signé. À l'époque, je n'ai jamais entendu parler de Monsieur Éric Zemmour, et il ne s'est jamais exprimé sur l'affaire Sarah Halimi. Bon, mais il n'était peut-être pas candidat, c'est pour ça peut-être. Non, il s'est exprimé, mais vous avez une lecture sélective. Non, monsieur, il ne s'est pas exprimé. Je connais très bien l'affaire Sarah Halimi, il ne s'est jamais exprimé. Non, il s'est exprimé de la même manière que je me suis exprimé et que je suis allé manifester avec beaucoup d'amitié de la part de mes amis juifs qui étaient là. Non, ça c'est Mireille Knoll. Vous confondez Mireille Knoll et Sarah Halimi. Mais vous savez tout, c'est parfait, ma sœur, vous savez tout. Bon, on retrouvera vos déclarations. Oui, parce que la manifestation pour Sarah Halimi, vous n'y étiez pas, monsieur Collard. Mais vous savez tout. Vous n'étiez pas là pour la manifestation de Sarah Halimi, monsieur Collard, donc arrêtez de mentir. Vous appartenez aussi aux anciens renseignements généraux. Non, mais vous répondez pas. Vous y étiez ou pas, Gilbert Collard? Vous y étiez ou pas? Bien sûr, bien sûr.